Aurélie Dubois. Aurélie, à mes yeux, est plus qu'une coach ou une thérapeute, même s'il faut bien mettre des mots. Elle est spécialisée dans le couple harmonieux, ça c'est certain. C'est un véritable phare pour les femmes qui veulent transformer leur vieux schéma en une nouvelle façon de concevoir et de vivre le couple. Elle a intitulé sa conférence par un seul mot, qui la représente assez bien. Depuis que je la connais, s'il y a bien une composante qui caractérise son parcours, ce que démontre sa vie, c'est une quête inlassable et un accompagnement et un service à tous ceux qui cherchent une forme d'harmonie. Elle vous propose d'harmoniser votre couple, votre vie de famille, en commençant par trouver l'harmonie en soi. Et là, je vais dire la phrase fatidique qui va lancer la vidéo. Vous allez voir. Aurélie, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Aurélie Dubois et je suis coach et thérapeute spécialisée dans le couple harmonieux. Cela fait depuis 2015 maintenant que j'accompagne les femmes et les couples également à trouver leur juste place pour pouvoir ensuite mieux s'épanouir dans sa vie de tous les jours, mais également dans son couple et sa vie de famille. Donc, le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous, il est issu de ces 10 dernières années d'expérience personnelle et professionnelle où je me rends compte que la plupart du temps, quand ça va mal dans le couple, quand ça va mal dans la relation de couple ou de famille, c'est souvent issu de plusieurs facteurs. Le premier facteur, et je pense que vous en avez tous entendu parler depuis des années dans le développement personnel et spirituel, c'est ce facteur qui est la confiance en soi et l'estime de soi. Puisque aujourd'hui, moi j'aime bien parler de cette métaphore du réservoir d'amour, comme quand on a un réservoir d'amour en nous. Et ce réservoir d'amour, en fait, en fonction de notre éducation, en fonction de ce que l'on a vécu, il peut être plus ou moins rempli. Certaines personnes ont un réservoir d'amour qui est plein, d'autres à moitié, d'autres qui se vident, voire certains sont beaucoup plus challengés parce qu'ils ont un réservoir d'amour mais qui est percé. Ça veut dire qu'ils ont beau tenter de remplir ce réservoir, ça va être jamais assez et ils peuvent se fatiguer. Donc ce réservoir d'amour, il est tellement important à prendre en considération parce que c'est seulement à partir du moment où on a un réservoir d'amour qui est plein que l'on peut vraiment donner, on va dire, de manière gratuite aux personnes que l'on aime. Quand on a un réservoir d'amour plein, on peut vraiment donner de son temps, on peut donner des sourires, on peut donner de la joie, on peut donner une merveilleuse qualité de présence, on peut donner de son attention, on peut donner de son amour, bref, on peut donner à l'autre parce qu'on est suffisamment nourri en nous pour avoir cet espace de disponibilité pour les personnes que l'on aime. Alors que, à contrario, si on a un réservoir d'amour qui est vide, on va passer son temps à vouloir chercher à l'extérieur de nous-mêmes différentes manières de pouvoir remplir ce réservoir d'amour. Et souvent, notre stratégie favorite, ça va être le partenaire, mais ça peut être aussi les amis, la famille, les enfants, mais en général, quand on est en couple, souvent la stratégie que l'on préfère, c'est le partenaire. On attend que le partenaire vienne nous apporter de l'amour, de la tendresse, de la douceur, de l'attention, de la considération, de la reconnaissance. Et tout ça, ça va venir nous nourrir. Mais le problème, c'est que ça vient d'une source extérieure et que si on n'arrive pas à développer cette capacité de remplir nous-mêmes ce réservoir d'amour, le problème, c'est qu'on va rentrer dans une dépendance vis-à-vis de l'autre. Et à un moment donné, ça peut créer des frictions, ça peut créer des tensions, ça peut même créer des conflits ou des disputes, parce que cette dépendance qu'on va avoir vis-à-vis des autres pour remplir notre réservoir d'amour, ça va créer des attentes, ça va créer une forme de pression, et à un moment donné, la personne qui nous donne risque de se sentir oppressée, risque de ressentir une forme d'étouffement et de vouloir prendre du recul vis-à-vis de nous. Et c'est là le problème qui se pose, c'est qu'à un moment donné, quand on sent que l'autre commence à s'éloigner, ça va venir activer plein de peurs. Ça peut activer la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison, la peur d'être seul aussi. Donc ça va venir activer plein de peurs qui font qu'on va développer des comportements qui vont être plus contrôlants
Et ces comportements de contrôle afin d'essayer de retrouver une sécurité en nous, c'est ce qui va créer encore plus d'éloignement dans la relation de couple. Donc ça devient une espèce de spirale infernale où pour remplir notre réservoir d'amour, on va être en dépendance des autres et si les autres ne nous donnent pas, on va commencer à se crisper, se tendre, perdre notre lumière, perdre notre joie de vivre et essayer de s'accrocher à l'autre et ce qui va engendrer encore plus de tension et plus d'éloignement. Donc pour moi, une clé importante, quand on veut prendre soin de sa relation de couple, quand on veut prendre soin de sa relation avec ses enfants ou n'importe quelle relation qui est importante à nos yeux, quand on a envie de prendre soin de ce lien et de cette relation, la première chose à faire, c'est d'abord de prendre soin de notre lien à nous-mêmes. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent quand on est dans le reproche vis-à-vis des autres, dans le sens où on pourrait faire des réflexions telles que tu ne m'écoutes pas, tu ne me considères pas, ou je ne me sens pas comprise, ou je reçois pas de soutien de ta part, je ressens pas ton amour. Bref, toutes ces choses qu'on va reprocher à l'autre, tu ne me respectes pas, tu ne m'écoutes pas, je me sens pas reconnue, etc. Toutes ces choses en général qu'on va reprocher à l'autre, la question cruciale à se poser c'est est-ce que nous-mêmes, dans les comportements que l'on reproche à l'autre, nous avons tendance à avoir ces mêmes comportements, que ce soit vis-à-vis de d'autres personnes, ou alors peut-être que c'est des comportements qu'on a eus dans le passé, mais tout simplement la première chose c'est est-ce que ce que je reproche à l'autre, quelque part je me l'inflige à moi-même. Et souvent c'est le cas. Quand je pose la question à mes clients, mes clientes, et que ils ou elles me disent mon compagnon ou ma compagne ne me respecte pas, ou alors je ne me sens pas respectée, la première chose qu'on va explorer, c'est déjà à quel endroit ces personnes ne se sentent pas respectées dans la relation. Et quand on va développer ce processus, c'est là où je pose la question, à quel endroit, à quel moment, toi tu ne te respectes pas toi-même? Si la problématique c'est mon partenaire ne me comprend pas ou mon partenaire ne m'écoute pas, ok, à quel endroit toi tu as tendance à ne pas t'écouter? Et en fait cette question elle est hyper intéressante parce que souvent ce que l'on projette sur les autres c'est des choses que l'on fait nous-mêmes et que bien souvent on s'applique à soi-même. Donc en fait pour moi la clé de l'harmonie dans un couple ou dans une vie de famille ou dans n'importe quelle relation, c'est déjà de pouvoir être en harmonie avec soi. Et l'harmonie avec soi, ça passe par comment je peux réussir à plus m'aimer au quotidien, comment je peux réussir à plus avoir confiance en moi, comment je peux réussir à mieux me soutenir, à mieux me valoriser, à mieux m'écouter, à mieux me comprendre, à mieux m'honorer. Et en fait, à partir du moment où on arrête d'aller chercher à l'extérieur de soi des choses qui vont pouvoir nous remplir ce réservoir d'amour et qu'on commence à prendre la responsabilité de nos besoins et nos désirs, c'est là où on reprend notre pouvoir et où on a la possibilité de pouvoir retrouver un espace de sécurité et d'équilibre en prenant soin justement de ce fameux réservoir d'amour. Donc ces questions elles sont vraiment importantes à se poser, c'est comment je peux prendre la responsabilité de mon bien-être, de mon bonheur et retrouver cet équilibre de manière à ce que je ne sois pas en dépendance vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien attendre de l'autre, mais c'est juste que de manière générale, ce qui permet de créer un bel équilibre de couple, c'est quand l'autre devient une forme de cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre soin de nous-mêmes, on est capable de tenir debout, d'être aligné, et l'autre n'est pas une béquille, mais l'autre est juste un partenaire de vie avec qui on peut cheminer côte à côte et avec qui il est possible de se soutenir, il est possible de se valoriser, il est possible de s'écouter, de se comprendre, etc. Mais que ça ne devienne pas une obligation, que ça devienne quelque chose qui est de l'ordre de la coopération. Parce que lorsqu'on est en dépendance, on ne peut pas coopérer. Donc un exercice puissant
que je peux vous donner, que je donne à mes clients et qui est vraiment une base pour pouvoir aller transformer et transmuter les choses en nous qui nous empêchent de pouvoir nous aimer pleinement et se faire confiance et s'honorer, ça va être d'aller explorer ces fameuses blessures. Puisqu'en général, on ne choisit pas un partenaire par hasard. On choisit un partenaire qui a cette capacité, à un moment ou à un autre, d'appuyer là où ça fait mal. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi cette phrase. Vous savez, quand vous avez deux personnes qui s'engagent dans une relation et qui décident de se marier, et il y a cette fameuse phrase qui est dite, pour ceux qui vont à l'église, pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, la plupart des gens ne mesurent pas à quel point cette phrase est tellement importante. On a cette tendance à se dire, oui, pour le meilleur, et je préfère mettre le focus sur le meilleur et le pire, j'ai pas trop envie d'y penser. Sauf que pour le meilleur et pour le pire, vous avez les deux polarités. Vous avez les deux choses pour lesquelles vous allez être confronté dans une relation de couple. Parce qu'une relation de couple, c'est vraiment une aventure à part entière, et l'autre a cette capacité de pouvoir activer notre lumière, mais cette personne a la possibilité aussi de pouvoir appuyer sur nos zones d'ombre. Donc notre partenaire de vie, la personne que l'on choisit, à un moment donné, par ses comportements, par sa manière de penser, de réfléchir ou d'agir, par moment, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, va venir appuyer en nous sur des blessures qui ne sont pas encore vues ou reconnues pleinement. Donc, un exercice puissant pour commencer le processus de transformation, c'est quand vous êtes touché par votre partenaire, de vraiment prendre un temps pour déjà vous isoler. Je vous invite à ne jamais communiquer à chaud sous le coup des émotions, parce que là vous allez avoir des mots qui vont dépasser votre pensée et ça va rien apporter de bon. Donc déjà, une première chose que je vous recommande, c'est que dès que vous êtes face à une personne qui va dire ou faire quelque chose qui vous touche, plutôt que de réagir à chaud, l'idée ça va être de développer cette capacité à respirer profondément, juste informer cette personne que vous êtes touché par ce qu'elle vient de dire ou ce qu'elle vient de faire et que vous allez avoir besoin d'un temps pour vous isoler. Et ce temps-là, il va être tellement précieux parce que dans ce temps, vous allez pouvoir vous isoler, vous allez pouvoir prendre du recul sur la situation et ne pas réagir à chaud. Et un exercice puissant que je propose, c'est de pouvoir fermer les yeux et prendre le temps de sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes touché et activé par la personne. Parce que bien souvent, quand on a une réaction disproportionnée par rapport à ce que l'autre vient de dire ou de faire, c'est souvent révélateur d'une blessure profonde et ancienne. C'est pas seulement ce que l'autre vient de dire ou de faire, mais ça peut être l'accumulation de certaines actions qui ont été dites et qui ont été faites, et c'est surtout que ça vient appuyer à un endroit douloureux en nous, mais qui date pas de maintenant, qui date d'un moment qui est beaucoup plus antérieur. Donc, la plupart du temps, quand on est touché, on a envie de mettre un couvercle sur nos émotions et on a envie de se dire « Ok, j'ai pas envie de sentir la peur, j'ai pas envie de sentir l'angoisse, j'ai pas envie de sentir cette souffrance émotionnelle là qui me traverse. » Donc souvent, on a cette tendance à vaquer à des occupations et à se dire « Il faut absolument que je fasse quelque chose pour m'occuper l'esprit et ne plus penser à ce qui me touche. » Sauf que, je pense que vous l'avez déjà vécu, si vous faites une activité pour vraiment vous occuper l'esprit, histoire de ne plus penser à ce qui vous fait souffrir, dès que vous allez arrêter l'activité, boum, l'émotion va ressurgir à nouveau. Donc c'est une espèce de petit pansement temporaire, mais si à un moment donné, imaginez vous avez une plaie béante, si vous voulez vraiment que ça cicatrise, c'est pas un petit pansement qui va pouvoir changer les choses. Ça peut peut-être maintenir la plaie le temps que vous trouviez un endroit où vous pouviez vraiment prendre soin de guérir cette blessure, mais le pansement, c'est pas ça qui va vous aider à guérir. Donc, quand vous êtes impacté émotionnellement, prenez un temps pour vous isoler et prenez le temps de vous asseoir. Là, par exemple, moi je suis dans mon canapé, prenez soit un endroit où très cocooning, où vous pouvez vous asseoir, vous allonger, vous reposer, voire même aller dans votre chambre si nécessaire, et prenez le temps de sentir
ces vagues émotionnelles qui vous traversent. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est un mélange de plein d'émotions? L'idée, c'est de vous laisser traverser par ces émotions et juste d'être dans un processus d'observation. On n'est pas là pour résister aux émotions, on n'est pas là pour poser un jugement, on est juste là pour observer et accueillir. Et souvent, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour la plupart des gens, juste d'observer sans juger et accueillir ce qui est. Parce qu'on a beaucoup de facilité à accueillir la joie, toute forme d'émotion agréable, mais dès qu'il s'agit du désagréable, on veut s'éloigner un petit peu. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se laisser traverser, de fermer les yeux et de vraiment, avec curiosité, observer où est-ce que ça se passe dans le corps. Est-ce que ça me prend au niveau de la gorge? Est-ce que ça me prend au niveau du cœur, au niveau du plexus? Est-ce que ça me crée un mal de tête? Est-ce que ça vient créer des douleurs dans mes jambes ou dans mon dos, dans mon bassin? Bref, c'est d'observer où est-ce que ça vous impacte physiquement et qu'est-ce que ces émotions ont à vous dire. Et quand vous êtes connecté à ces émotions, vous allez commencer à vous poser une première question. La première question, c'est: quand est-ce que j'ai déjà ressenti ça par le passé? Et là, si possible, vous avez un carnet de notes à côté de vous. Et vous allez commencer à noter les potentiels souvenirs qui vont ressurgir. Parce que cette phrase de « quand est-ce que j'ai déjà ressenti ça par le passé ?» c'est une phrase que vous glissez à votre subconscient. Et votre subconscient va commencer à aller chercher dans sa banque de données à quel endroit vous avez déjà connecté à ce type d'émotion par le passé. Et donc, vous allez voir que ça peut remonter à des situations ou des souvenirs qui datent de quelques mois, voire quelques années, voire même de dizaines d'années. Et l'idée, ça va être d'aller noter tous les souvenirs qui remontent à la surface et de pouvoir noter les sensations et avec qui c'était. Et ce qui va être intéressant, c'est de ne pas s'arrêter là dans l'introspection, mais ça va être ensuite, une fois que vous notez certains souvenirs, ça va être de poser cette question au plus loin que je m'en souvienne. Quand est-ce que j'ai déjà ressenti ça pour la première fois? Et là, peut-être que vous allez avoir besoin de vous y prendre à plusieurs reprises, peut-être que ça ne va pas se faire en une fois, mais l'idée, c'est d'aller trouver le souvenir racine, le souvenir source, où, pour la première fois, vous avez peut-être ressenti ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet, ce sentiment de trahison, ce sentiment d'humiliation, ce sentiment d'injustice, ce sentiment de solitude, n'importe quel sentiment auquel vous êtes rattaché là, ici, maintenant. L'idée, c'est d'aller retrouver son origine, parce que si vous avez l'origine, vous avez la possibilité ensuite de transmuter ce souvenir. Et là, par contre, c'est de faire appel à des professionnels. Il existe des dizaines et des dizaines de techniques, voire même centaines de techniques différentes pour aller libérer les émotions. Personnellement, moi, je suis spécialisée dans la libération émotionnelle avec l'EFT et l'IEP. J'ai également la programmation neurolinguistique, mais vous pouvez avoir l'hypnose, vous pouvez avoir l'EMDR. L'idée, c'est qu'il y a plein de solutions possibles pour ensuite aller libérer le trauma d'un souvenir spécifique. Mais par contre, quand on veut vraiment observer une transformation palpable dans notre vie, c'est important de pouvoir aller à la racine, à la source de ce souvenir. Parce que si on travaille sur les intermédiaires mais qu'on ne travaille pas sur la source, ça risque de se redéclencher tôt ou tard. Donc l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir se poser la question: quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la première fois, au plus loin que je me souvienne? Et en général, il faut que ça vienne toucher à la petite enfance. En général, ça se joue entre 0 et 3 ans, voire même ça peut se jouer en intra-utérin. Moi personnellement, la blessure d'abandon, ça a commencé dans le ventre de ma mère, parce qu'on était censé être deux, on était censé être des jumeaux, et j'ai perdu mon frère jumeau en intra-utérin. Ça a été la première source qui a déclenché ma blessure d'abandon et qui m'a amené ensuite à développer de la dépendance affective dans mes relations et à énormément souffrir jusqu'à ce que je rentre dans un processus de guérison et que je comprenne qu'est-ce qui, dans mon passé,
m'amenait à vivre des difficultés dans le présent avec les personnes que j'aime. Donc je vous invite à faire ce travail, cet exercice. Bien sûr, si vous avez des questions par rapport à ça, vous aurez probablement quelque part la possibilité de me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais sachez que harmoniser sa relation de couple ou harmoniser sa relation de famille, ça commence toujours par déjà harmoniser la relation avec soi-même, parce que les autres, au final, ne sont que le miroir de ce que j'ai à aller guérir en moi. Et à partir du moment où on commence à aller guérir les choses en nous, vous allez voir que on va développer des comportements différents, on va commencer à développer des attitudes différentes, notre manière de penser va changer. Et à partir du moment où notre attitude, nos comportements changent dans le quotidien, imaginez que vous êtes en couple ou que vous avez une vie de famille. Donc imaginez que vous êtes sur un plateau de jeu, vous êtes un pion et les autres membres sont des pions. Étant donné que c'est un jeu, si vous bougez votre pion, les autres obligatoirement vont bouger jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour changer les autres. La seule chose qui est en votre pouvoir, c'est de pouvoir changer les choses qu'il y a en vous à libérer. Et juste dans le fait de commencer ce processus de transformation, ça vous permet de devenir une source d'inspiration pour les autres, de montrer le chemin, d'être un exemple pour les autres et de les inspirer à impulser aussi ce changement en eux et autour d'eux. Et là, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui commence à se produire et qui va être beaucoup plus fluide que si vous essayez de changer l'autre, où vous allez perdre de l'énergie et vous n'allez pas avoir de résultats vraiment tangibles, à part créer plus de résistance chez l'autre. Donc voilà, ce qui est vraiment important pour moi de vous partager aujourd'hui, c'est que ne recherchez pas l'harmonie à l'extérieur de vous. Commencez par cultiver cette harmonie à l'intérieur de vous. Et en cultivant cette harmonie, vous allez pouvoir donner des clés et être un exemple pour les personnes qui sont en recherche aussi de cette harmonie. Et après, pouvoir co-créer cette harmonie avec les personnes que vous aimez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye.